Bonjour à tous, bienvenue dans ACFF Actu. Aujourd'hui, nous allons visiter le vestiaire, le tout nouveau vestiaire des Diables et des Red Flames à Tubize, et il est un petit peu particulier, vous le verrez. Nous parlerons aussi de football provincial et j'aurai avec moi Daniel Bocard, secrétaire général et directeur technique à la CFF. Mais avant ça, nous partons à la rencontre de Pierre-Jeanne, notre bénévole de la semaine. Ça fait de longues années qu'il est dans le club de Sarre-Bernard, un club qui a perdu énormément d'affiliés ces dernières années et qui du coup va bientôt fusionner avec ACES pour redonner un peu de vie dans ces lieux. Une rencontre signée Tristan Aquilina. Ça doit faire une vingtaine d'années que je suis membre actif, mais ça fait pas loin de 40 ans. J'ai joué un petit peu quand j'étais beaucoup plus jeune. On a décidé d'une fusion avec l'autre club de la commune, la Royale Union d'ACES. Le club va porter un nouveau nom. Et ACES manquait vraiment de place. Ils ont en plein boom avec des jeunes, avec leur équipe première. Nous, on n'avait plus qu'une équipe première, nos jeunes sont disséminés à gauche et à droite et simplement, c'est le bon sens qui fait que ça ne m'attriste pas du tout. J'en avais vraiment une grosse lassitude de devoir tenir ça à deux personnes. Et puis, je suis content pour le club d'ACES de la commune qui va pouvoir encore s'étendre. Et de toute façon, on va continuer à jouer au football à Sarre-Bernard, donc même si ce sera plus sous le même nom. Il y a des jeunes qui vont revenir jouer aussi, ce qui n'était plus le cas. Il y a des équipes premières qui vont venir jouer, des entraînements. Ça va revivre un petit peu. Il y a eu des jeunes à Sarre-Bernard. Malheureusement, on n'a pas réussi à maintenir tous ces gens-là à flot parce que les bénévoles qui s'occupaient des jeunes ne se sentaient pas soutenus, sans doute assez. Et on aurait sans doute dû faire plus d'efforts au niveau du comité pour soutenir tous ces gens-là. On ne se rendait pas toujours bien compte qu'ils étaient sans doute au moins aussi importants, si pas plus importants que nous. Et voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. C'est vraiment le manque de bénévoles. Progressivement, au fil des années, ils ont disparu, tous. Et peut-être que j'en suis responsable, je n'en sais rien. L'exigence que j'avais vis-à-vis de moi-même, je la reportais sur les bénévoles et eux, c'était des vrais bénévoles qui faisaient ça pour faire plaisir, pas pour venir se faire tancer par le CQ. Mais j'ai pas de regrets, j'ai passé de très très belles années avec des équipes formidables, des joueurs exceptionnels. Je me suis bien amusé pendant toutes ces années-là, mais quand c'est assez, c'est assez. Oh, les bons souvenirs, on a fait 2 beaux parcours ces dernières années en Coupe de Belgique. Pour un petit club comme le nôtre, terminer en 2e provincial, c'est bien. Je suis très confiant pour l'avenir et j'espère qu'on aura mis notre petite pierre pour les aider. Voilà, c'est tout. Mais ils vont grandir et je suis bien heureux pour eux. C'est un peu le clou de leur spectacle, le clou de leur saison. Chaque année, les centres de formation provinciale des jeunes se retrouvent pour un tournoi qui marque la fin de saison. Et le week-end dernier, c'était les sélections U15 et U14 qui se sont retrouvées à Tubize et Sébastien Willem y était. Cette organisation, c'est l'activité finale des formations provinciales, donc de nos 6 provinces, en U14 aujourd'hui, et demain on aura la U15. C'est l'occasion de rassembler tous les jeunes de toutes les provinces, et de les voir tous ensemble, et d'avoir l'opportunité de faire des matchs pendant toute la journée. Il y a quand même plus de 200 jeunes, et il y avait entre 300 et 400 par an. Demain ce sera identique, donc voilà, c'est pas toujours évident, il y a toujours des petits couacs, des petits problèmes, mais voilà, on essaie de les résoudre le plus rapidement possible. Donc en fait, on va dire ils ont pris les meilleurs jeunes de chaque province. Et ensuite, chaque mercredi, enfin ça dépend, en tout cas chez nous, chaque mercredi, après on s'entraîne et tout ça pour nous préparer à ce tournoi. C'est quelque chose qui nous permet de se faire voir, on va dire, parce qu'il y a des grands coachs qui sont là, des U10 de l'équipe nationale et tout ça, donc ça nous permet aussi de voir un peu le niveau des autres, quoi. Planqués dans leur but, jouer à 2 ou à 3. L'Union belge et en particulier la CFF met en place 2 équipes par catégorie. Les late matures, donc les tard matures en français, et les matures. Donc ce sont les plus petits gabarits ou des enfants qui sont nés en fin d'année et qui leur permettent de jouer contre
des joueurs du même gabarit, parce qu'on constate de plus en plus qu'entre un enfant de 14 ans, il peut y avoir des grandes différences physiologiques et physiques. Et donc pour moi, c'est vraiment une très 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 bonne chose, parce qu'on voit le talent qui est à tous les niveaux, et notamment chez les petits gabarits qui sont parfois un peu plus créatifs, un peu plus vifs, un peu plus techniques. Donc ça, c'est une bonne chose pour ces enfants-là. Parce que ça va très vite en fait, hein. Il y a des gamins qui sont passés par nos mains, entre guillemets, il y a quelques années. Je prends l'exemple d'Arnaud Denis, qui vient de signer un contrat pro à l'Union Saint-Gilloise. Il y a 3 ans, il était toujours chez nous en sélection liégeoise. Et c'est ce que je n'arrête pas de leur dire, le foot, ça va très très vite. Dans un sens comme dans l'autre, évidemment, mais il faut croire à son destin et travailler pour. Moi, comme je dis, je peux faire que le déposer, le ramener. Et au final, c'est lui qui le fait. On ne sait pas faire plus pour lui, malheureusement. Donc, c'est lui qui doit travailler, c'est lui qui doit s'entraîner. Et au final, je pense que dans le sport, tout travail est toujours récompensé à sa juste valeur par rapport au niveau qu'on a. Et après, voilà, si on a envie de leur faire plaisir, on se sacrifie un peu nous. Donc, du coup, voilà, c'est rien de plus chouette que d'aller voir ses enfants jouer au foot. Donc, un réel plaisir. Il y a plusieurs gens importants qui sont dans les tribunes, par exemple, des sélections de l'équipe nationale pour l'année prochaine en U16. Si on fait un bon tournoi, on va dire, on sera repris pour l'année prochaine en sélection nationale. Il y a du potentiel, même si on n'est pas au plus haut niveau du football belge, hein, on est au niveau provincial ici. Mais il y a quand même des joueurs qui sont très très intéressants et qui vont, l'année prochaine, soit être transférés vers des clubs élites, soit devenir peut-être pour certains au pôle d'excellence que la CFF va créer. Peut-être remercier tous les responsables des provinces, hein, tous les entraîneurs, tous les formateurs. Il y a environ une 60aine de personnes, plus tous les délégués, toutes les personnes qui aident, au bon fonctionnement de la FPJ, qui est quand même une grosse machine. Il ne faut pas oublier que c'est pratiquement 600 activités par an. Mais c'est vraiment un gros moteur certainement pour la CFF au niveau provincial. C'est très très important d'avoir ces personnes-là qui sont là au jour le jour pour mettre ça en place, quoi. Franchement, c'est top. En plus, les infrastructures, c'est juste magique pour les enfants. Déjà, rien que ça, c'était déjà magique de venir ici. Donc après, voilà, c'est des moments qu'il n'oubliera jamais, j'espère. Donc après, voilà, c'est une chouette expérience. Je pense que c'est un enrichissement de jouer avec tous des gamins qui ne connaissent pas spécialement, qui viennent un peu de tous les clubs, puisqu'aujourd'hui, c'est une sélection de tout Bruxelles. Donc je pense que c'est enrichissant pour lui. Une journée similaire aura lieu le 6 juin pour les U12 et les U13 cette fois, et ce sera à Uccle. J'accueille maintenant Daniel Bocard. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général de la CFF et vous êtes aussi directeur technique. C'est quoi ces fonctions exactement ? Mais chronologiquement, c'était d'abord le directeur technique depuis 2014, conformément aux instructions du gouvernement Wallonie-Bruxelles à l'époque et une déclaration de politique communautaire. La CFF a dû mettre en place des projets liés aux compétitions, aux entraîneurs, aux joueurs, à tous les acteurs dans un club, dont le centre d'intérêt devait être le joueur. On sait que la fédération, traditionnellement, organise les compétitions et organise la vie des clubs. Mais là, il y avait ce centre d'intérêt supplémentaire et donc besoin d'un directeur technique pour travailler avec les managers, les différents projets, la mise en place et au quotidien générer toute cette batterie de projets de terrain finalement. Oui, c'est ça, votre rôle, il est un petit peu au-dessus des managers et de coordonner un petit peu tout ça. Mais il est d'avoir de la hauteur par rapport justement à l'évolution de tous ces acteurs. Le football en ACFF, c'est 500 000 personnes, parents compris. Et donc, si on peut considérer que c'est une grosse école de vie, ça mérite quand même d'avoir des indications au niveau éducatif notamment. Du coup, ça fait quelques années que vous êtes à la CFF. C'est quoi l'accomplissement dont vous êtes le plus fier jusque-là ? Je vais dire que c'est la réaction des clubs par rapport à ces ajouts au fur et à mesure depuis 2014 d'instructions, de modules de formation, de modules d'entraînement, de schémas de compétition qui ont été adaptés aux joueurs, de formats de compétition. Et les clubs qui ont suivi depuis le début, dont les écoles de jeunes se sont structurées, sont aujourd'hui, je vais dire, au nombre d'une centaine, 150 peut-être. Je ne vise pas seulement les clubs labellisés, c'est en général les clubs qui ont suivi notre structure. Ces clubs-là ont bien évolué. Il y a du plaisir pour le joueur à y évoluer, pour les parents, et il y a aussi la possibilité de progresser. Et ce sont deux aspects pour nous qui sont un peu la manière d'évaluer le suivi. On a en tout 600 clubs qui alignent des jeunes.
on ne doit pas perdre de vue que parmi ces clubs, certains ne veulent pas se transformer parce que ça coûte trop cher, parce qu'il faut des compétences parmi les gens, etc. Et on doit les respecter aussi. Donc la fierté, c'est d'avoir aussi ces clubs qui disputent des entraînements et des compétitions à titre récréatif pour faire tourner la buvette, d'avoir ces clubs qui sont aussi quelque part heureux d'évoluer dans cet ensemble de la CFF. Il vous reste un peu plus de 2 ans à votre poste. Vous aimeriez encore accomplir quoi d'ici votre pension? On est confronté à une réalité dans la société aujourd'hui. Je vais partir du smartphone. Chacun a comme conjoint le smartphone. Et le sport ne va pas y échapper. On voit déjà dans les sports individuels, par exemple le jogging, que Monsieur Tout-le-Monde va dérouler une série d'entraînements sur base de données scientifiques qu'il a sur son smartphone. Donc sans appui de qui que ce soit. Ça veut dire que l'outil scientifique, technologique, on va prendre le GPS pour faire un corollaire avec ce que je viens d'expliquer, mais aussi l'utilisation de l'image, sont 2 aspects qui vont envahir le monde amateur. Et ça, c'est une certitude. Donc nous devons nous canaliser et déjà former nos clubs à ce genre de réalité. On a introduit l'image et l'image des matchs et des entraînements dans les plus hautes divisions, mais on va répandre tout doucement ça dans toutes les divisions, avec des outils qui ne sont pas encore nécessairement au top aujourd'hui et qui coûtent encore cher. Et on va aussi diffuser, dans les prochains mois, on va commencer avec les divisions supérieures et les premières provinciales, cet outil qui est le GPS, qui permet, même à un club de P4, de pouvoir utiliser des données pour optimaliser un entraînement en semaine d'1h30. Ça veut dire qu'à tous les échelons, ça va être au bénéfice du sportif. Et il n'y a pas besoin d'avoir l'envie professionnelle pour progresser. Donc le football va bénéficier de ces outils et nous devons canaliser et aider les clubs dans ce sens-là. C'est un gros défi. C'est une évolution logique de la société. Et nous devons, pour ça, aussi faire la place aux jeunes. Dans les clubs, toutes les compétences des parents de joueurs qui sont là parce qu'ils ont à cœur d'entourer, c'est leur trip quelque part qui est sur le terrain. Ces gens-là ont des compétences, il faut leur donner des postes à responsabilité pour faire évoluer l'ensemble du monde du football, qui est un reflet de la société, dans le sens de la réalité nouvelle. Et on suivra évidemment toutes ces évolutions dans notre émission. Alors le Covid a eu un sacré impact sur le football amateur, mais du point de vue de la CFF, au niveau du plan de politique sportive 2020-2024, les conséquences ont été importantes ? Je vais dire qu'on a mis entre parenthèses certains projets, on n'a plus pu faire d'activité, donc on a surtout dû retarder la naissance de certains projets, ceux que je viens d'évoquer, l'e-learning, l'utilisation des nouvelles technologies. Bon, on repart à l'endroit où on avait laissé les projets avant le Covid. Au niveau des effectifs, le nombre d'affiliés, bizarrement, le football n'a pas pâti, contrairement à d'autres sports. Donc, certains joueurs ont peut-être quitté, mais ont été remplacés sans doute par d'autres. Je n'ai pas analysé les ventilations par âge. Ce qu'on a effectivement constaté, c'est des départs au sein des clubs, de personnes qui avaient des responsabilités. On l'a vu au travers du label, il y a eu beaucoup de remplacements dans certaines fonctions. Et justement, ça rejoint ce que je viens de dire. Les clubs bien structurés n'ont pas eu de peine à trouver parmi les parents, parmi les gens motivés, des personnes à compétences. Et il y a là un parterre qu'il faut exploiter. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, on est revenu dans des circonstances relativement normales. On a une parenthèse de 2 années, mais qui ne va pas empêcher l'évolution dont on parle, qui est souhaitée et qui reste finalement inévitable dans le sport numéro 1 en Wallonie, à Bruxelles. Le reflet, comme j'ai dit, de la société qui évolue et qui doit offrir en permanence à Monsieur Tout-le-Monde, parce que c'est Monsieur Tout-le-Monde, l'occasion de s'amuser et l'occasion de pouvoir progresser, une émulation, c'est le lot, je pense, de tout le monde. On va aborder un sujet qui fâche un petit peu plus, les labels dans les clubs. Il y en a 25 finalement qui ont eu une rétrogradation de labels. Vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça peut être dû quand ça arrive ? Il faut dire que les 2 années de Covid nous ont fait ouvrir les yeux sur la réalité de la mise à niveau des clubs en permanence et que le fait que les formations soient stoppées
et qu'on ait toute une série d'apports dans la proximité vers les clubs qui soient interrompus, on fait en sorte que les clubs n'ont pas pu être en adéquation avec le règlement. Et donc on a gelé certains critères. On a gelé des critères au point d'avoir un label, même 3 étoiles, je ne vais pas dire qu'il était devenu light, mais où on tolérait, vu les circonstances, on ne va pas renommer l'ensemble des caractéristiques de la vie qu'on a tous connues à ce moment-là. Ce Covid, dans ses effets, je ne vais pas dire qu'il est terminé, mais dans ses effets dans le football, c'est terminé. Et donc on a remis à jour toutes les caractéristiques d'un club par rapport aux impositions. On a réactualisé les critères, on a remis dans le règlement ce qui était gelé, et les clubs n'ont pas toujours réagi. Se sont un peu endormis en disant ben, on a été cool, on a été souple pendant 2 ans et ça va encore être le cas. En même temps, parallèlement, nous avons expliqué au Parlement Wallonie-Bruxelles l'ensemble de la situation du label, parce que d'autres fédérations veulent aussi appliquer ce label d'évaluation de la qualité de la formation des jeunes. On a expliqué, et les députés qui sont dans la commission sportive nous ont demandé vraiment, parce qu'ils avaient eu des échos aussi dans leur région, d'être plus sévères, non seulement dans les critères qu'on a réactualisés, ça s'était fait, mais dans la vérification sur le terrain. Et donc on a eu 2 effets en même temps, simultanés. L'effet d'un critère revenu à l'ordre du jour et d'une vérification plus sévère. Et fatalement, on a eu au départ, je pense, 70 à 80 pertes de labels sur base des constatations. Mais là-dedans, on a établi une médiation avec les clubs. Okay. Donc le manager du label s'est mis en contact individuellement avec chaque club. Certains ont dit ah oui, on a oublié, et on a laissé le laps de temps qu'il fallait dans les délais impartis pour se remettre à jour. Donc, des 70-80 dossiers de départ, il y en a déjà la moitié qui ont été réglés. Bien sûr, parmi ceux-là, certains se sont avérés irrécupérables. On n'est pas non plus l'armée du salut. Donc, il fallait quelque part qu'on mette en musique toute la conséquence de nos vérifications et des critères. Et donc, il reste aujourd'hui, en effet, 20-30 clubs qui ont perdu une étoile. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ces clubs sont bien structurés, c'est une question de temps et ils vont récupérer les manques qui se sont installés. Alors, il y a un autre sujet qui a un petit peu fait polémique et qui fait polémique depuis pas mal de temps. Des clubs sans licence qui ont pu jouer le tour final. On sait que ça va dans un sens, dans l'autre. Comment on explique ce phénomène ? Parce que les clubs l'ont voulu, tout simplement. Notre règlement, il y a quelques années, prévoyait un tour final pour les clubs qui s'étaient en effet placés en ordre utile au classement sportif final et qui avaient introduit et obtenu leur licence. Et les clubs amateurs de division 2 principalement à l'époque ont demandé à pouvoir jouer quand même le tour final numéro 1, parce que c'est 2 tours finaux. Il y a le tour final en D2 amateur avec les clubs francophones et le vainqueur de ce tour final-là joue avec les clubs flamands et l'antépénultième de division 1 nationale un 2e tour final. Donc le premier tour final amateur, ces clubs qui n'avaient pas l'ambition et n'avaient pas remis leur licence ont demandé, à titre honorifique, on voudrait bien pouvoir le jouer. Et donc, comme ce sont les clubs qui font les règlements, les commissions différentes et successives ont décidé que dans le règlement, on réinstallait un tour final avec les 2 types de clubs. Alors aujourd'hui, ce serait un peu dommage qu'on demande 3 ans après une marche arrière. Maintenant, voilà, moi je suis un employé et on appliquera les décisions de ces commissions avec les représentants des clubs. Tout est justifiable. Et tout ne peut pas toujours faire l'unanimité non plus. Merci Daniel en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Vous le savez, notre concours But touche à sa fin, notre concours en collaboration avec l'émission de la RTBF La Tribune. Alors on connaît nos 2 premiers finalistes, il s'agit de Tom de Serein et de Livia d'Anderlecht. Alors qui va les rejoindre en finale? On va voir tout de suite les 6 demi-finalistes restants. On commence avec le but de Jérémy qui traverse la moitié du terrain pour aller mettre ce très beau but. Et puis il y a Léon de la JEP Academy qui fait parler toute sa technique. À Gosselies, on a cette très belle frappe de Liviano en U10. Toujours
toujours à Gosselies, en U15 cette fois, ce coup franc à ras de terre de Louis. Nolan de Ornu en U10 fait parler toute sa finesse. Et on termine avec cette très belle frappe d'Oleg de Jumesport. Place à présent aux actualités de la CFF. La saison se termine, mais le département formation des cadres de la CFF et la communauté des entraîneurs francophones de football poursuivent leurs activités. C'est ainsi qu'un programme de formation continue a été élaboré pour les 3 mois d'été. On y traitera notamment de psychologie, de préparation physique, d'entraînement des gardiens et de prévention des blessures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la CFF. Et puis n'oubliez surtout pas, ce samedi à Tubize, on accueille la finale de la Coupe de Belgique de CC Foot et forcément, on vous y attend très nombreux. On vous fait maintenant découvrir le vestiaire des Diables Rouges et des Red Flames à Tubize et vous allez voir, il est assez particulier, on vous dit tout. Vous êtes ici au cœur de notre centre national, dans le vestiaire des Diables et des Red Flames. Il est prêt avec un seating en rond. Pourquoi en rond? Parce que nous voulions quelque chose où il n'y avait pas de coin, où il n'y avait pas de position de se rassembler dans un coin. Tout le monde est assis et fait face à tout le monde comme une table ronde. C'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus esprit d'équipe. Et les positions sont mises à chaque stage par le staff sportif. Ça vient essentiellement du basketball à l'origine et de plus en plus de clubs et nous-mêmes l'avons appliqué pour cette question d'esprit d'équipe, de pas de position privilégiée dans un coin, au fond. Je dois dire que les joueurs et les joueuses, que ce soit les Diables ou les Red Flames, sont très heureux des nouveaux vestiaires qu'ils ont. Ils ne sont pas luxueux, mais ils ont tout ce qu'il faut pour bien travailler. On a des armoires sécurisées dans chaque casier, avec un code à clé. Ils peuvent brancher leur téléphone ou leur tablette ou leur PC pour le charger. Ils ont tout ce qu'il faut au niveau équipement. Les magasiniers ont le magasin et la laverie juste en dessous, donc c'est très facile pour communiquer. Et d'ici, ils vont soit vers la salle d'échauffement, soit vers les douches ou les bains froids et chauds pour la récupération après l'entraînement. On profite de ce sujet pour féliciter Frédéric et Céline qui se sont dit oui le week-end dernier. On leur envoie tous nos vœux de bonheur. On termine cette émission par notre traditionnel sobriquet, je sais que vous l'attendez tous. Alors cette semaine, on prend la direction de la région du centre et de Strépy-Bracny. Il y a là-bas un petit club, une centaine d'affiliés, 5 équipes tout simplement, mais ils ont un sacré surnom, celui de mineurs. Alors ça vient tout simplement du passé minier de la région, mais à Bracny ça n'a pas toujours été évident en termes de charbonnage. Il a fallu longtemps avant de trouver des mines productives, mais aux alentours du début du XVIIIe siècle, la société des charbonnages de Bracny a pu voir le jour avec 2 concessions qui ont tenu le coup jusqu'il n'y a pas si longtemps, mais forcément aujourd'hui les mines ne sont plus en activité. On profite de ce sobriquet pour avoir une pensée émue pour toutes les personnes qui ont été touchées par le drame de Strépy-Bracny et on sait que le club de foot a été particulièrement touché, donc on pense bien à vous tous. Je termine cette émission par un petit merci pour les équipes techniques qui œuvrent en coulisses et pour Michel Lecomte et Patrice Sinzen parce que c'est ma dernière émission de la saison, mais vous ne louperez pas la semaine prochaine, celle de Pierre Lambert qui sera vraiment la dernière de la saison. Je vous dis à bientôt, salut à tous!